Gorilla, c'est un modèle qui te permet de consommer, on appelle ça on demand, c'est à la demande. Donc finalement, tu ne consommes que ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, lorsqu'un panier moyen pour la semaine est fait par un consommateur lambda, il y a un pourcentage à 2 chiffres d'aliments qui ne sont pas consommés et qui sont jetés. Et un modèle comme Gorilla te permet d'économiser ça. Parce que finalement, tu vas simplement acheter la pomme dont tu as besoin, tu vas acheter tous les produits de fond de maison dont tu as besoin et que tu consommeras. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une nouvelle dimension de la distribution, celle qui n'est pas visible, celle qui n'a aucun point de vente pour recevoir ses clients. Vous l'avez compris, je veux parler des dark stores. Pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec le concept, un dark store est un magasin organisé de manière exclusive pour les livraisons Internet. Votre seul moyen d'acheter est donc de passer par le site ou l'application du dark store, à l'image de ce qui existe déjà avec les dark kitchens. Habitant des grandes agglomérations françaises, vous avez sûrement vu des pubs pour des apps vendant des denrées alimentaires et vous promettant d'être livrés en moins de 15 minutes. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre Guillonnin, le General Manager de Gorillaz en France. Gorillaz est la nouvelle licorne allemande qui a levé 290 millions de dollars début 2021, moins d'un an après sa création. L'entreprise s'internationalise et la France fait partie des pays clés. Le déploiement est en cours avec la promesse de livrer en 10 minutes. Avec Pierre, nous parlerons d'abord du marché, celui qui est en pleine mutation depuis la crise du Covid, et je suis intéressé de l'entendre se prononcer sur les changements d'habitude et les nouveaux besoins des consommateurs. Nous poursuivrons sur la proposition de valeur de Gorillaz et sur l'orchestration des opérations, car dans un métier comme celui-ci, la réussite repose sur la qualité d'exécution, d'autant plus que la promesse est forte. Enfin, nous aborderons le sujet fondamental du recrutement de clients. Comment la jeune entreprise compte-t-elle s'y prendre ? Mais avant de commencer, Pierre, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Merci Cyril de m'avoir invité ce matin. Bonjour aux auditeurs des Digital Doers. C'est un plaisir d'être là. Et pour parler de Gorillaz et du marché, mais avant, effectivement, je voulais aussi pouvoir parler un peu de mon parcours. Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que j'évolue dans le milieu du digital. J'ai commencé ma carrière chez Groupon, dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir développer toute la partie marketplace. Tu as commencé chez Groupon en quelle année ? Juste pour replacer un Exactement, petit peu. j'ai commencé en 2011. 2011, il y a vraiment 10 ans. Exactement, on était alors aux prémices un peu de l'aventure Groupon, qui à l'époque était aussi la start-up qui avait eu la plus forte croissance. Et dans cet écosystème vraiment nouveau à l'époque, j'ai pris le challenge de développer toute cette partie marketplace, vente de produits physiques, en commençant vraiment de zéro. Et le challenge, c'était de pouvoir proposer justement à des consommateurs une nouvelle façon de consommer et des nouveaux produits. Et ce qui m'a vraiment permis sur ces 10 années d'avoir un côté hyper entrepreneurial. L'idée, c'était vraiment de construire un business. En 10 ans, tu as passé différentes étapes. J'imagine que tu n'es pas resté 10 ans au même poste. Tu rentres pour les activités marketplace chez Groupon. Exactement. À Paris. Je rentre sur les activités marketplace à Paris. J'accompagne le développement de cette société dans la société, finalement, de cette marketplace au sein de Groupon, que je fais grandir au départ au niveau français, puis au niveau de l'Europe de l'Ouest avec les Pays-Bas, avec la Belgique. Et au final, je rejoins le siège de Groupon à Londres pour l'Europe. En quelle année ? En 2017. Ouais. Et donc, depuis Londres, je pilote effectivement toute la partie sales et achat
pour l'Europe, effectivement. Et pas que pour la marketplace. Si, que pour la marketplace, donc toute la partie vente de produits physiques, avec effectivement des grosses implications sur la partie marketing aussi, sur la partie merchandising. L'objectif étant évidemment de pouvoir mettre à disposition des clients Groupon à l'époque un maximum de produits qui touchaient tous les univers. On allait à la fois du Home and Garden, en passant par l'univers fashion, en passant évidemment par le FMCG, donc tous les produits du quotidien. Et grâce à cette expérience, si tu veux, j'ai vraiment été touché tout type de produits, tout type de catégories, tout type de besoins, tout type de clients, évidemment, et tout type de fournisseurs. Mais ce qui était hyper intéressant pour moi, c'est d'aller servir sur une marketplace unique. On avait à peu près 1000 à 1500 références. Quand je dis références, c'est des deals live qui touchaient tout type de consommateurs. Du plus jeune, on vendait beaucoup de puériculture, à la fois sur des produits ménagers très simples du quotidien. Et on travaillait avec un nombre de fournisseurs qui était extraordinaire aussi, à la fois des fournisseurs évidemment asiatiques, mais aussi des fournisseurs ultra-locaux. Comment s'organisaient les aspects de supply? Alors la particularité de Groupon à l'époque, c'est que on fonctionnait en marketplace. Ça veut dire qu'on était l'intermédiaire entre effectivement des fournisseurs qui avaient des produits à vendre et nos clients. Donc on invitait nos fournisseurs à mettre leurs produits en ligne. La transaction se faisait sur la plateforme. Et derrière, c'était le partenaire donc, qui s'occupait de la livraison, de la logistique du dernier kilomètre. Et ça, cet aspect de logistique, cet aspect de relation client, qui finalement était délégué aux partenaires avec qui on travaillait, c'est un aspect qu'on pilotait, qu'on coordonnait, mais ce n'était pas nous qui livrions. On le faisait pour une toute petite partie, on avait à peu près 10% de la logistique dont on était responsable, mais 90% se faisait via nos partenaires. Et cet aspect-là, si tu veux, ce contact avec le client qu'on n'avait pas forcément en direct, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu aller chercher dans ma prochaine aventure. Et aujourd'hui, je suis dans un écosystème qui me permet vraiment d'avoir ce contact physique. Et ce que je trouve aujourd'hui extrêmement important, et que dans le digital, tout le monde n'a pas, mais c'est ce contact avec le terrain. C'est ce contact avec celui qui va consommer, celui qui va effectivement, qu'il consomme, que ce soit de la nourriture, que ce soit un service ou que ce soit un produit. Il est extrêmement important de jamais perdre ce lien avec ce client. Et aujourd'hui, c'est un des challenges du digital, c'est de permettre de construire des nouveaux moyens de consommation, des nouveaux moyens de distribution, mais sans perdre ce lien essentiel avec le client. Il y a des boîtes qui l'ont fait et qui le font extrêmement bien. On parle des leaders de la distribution dans le monde aujourd'hui, par exemple. Mais toutes celles qui ne placent pas ce niveau d'exécution en gardant ce lien, aujourd'hui prennent un énorme risque. Et c'est ce que je voulais aussi, moi, dans cette nouvelle aventure dont on va parler, c'est pouvoir retrouver ce lien essentiel. Alors avant qu'on en parle, et que tu nous l'introduises rapidement, je reviens 2 secondes sur Groupon. Sur ce podcast, j'ai reçu Paul Chopin de Janvry de chez Groupon qui m'a parlé aussi de cette entreprise. Et c'est d'ailleurs quelqu'un que tu connais bien. C'est grâce à lui qu'on est en contact aujourd'hui. Il y a des éléments de culture d'entreprise chez Groupon, qui est une marque américaine, qui est une entreprise américaine. Ça va faire la liaison avec Gorillaz, qui est une boîte allemande. Est-ce que tu retrouves ces mêmes éléments, parce que ce sont toutes les deux finalement des startups, ou le fait qu'il y en ait une qui soit allemande versus américaine, tu es déjà dans identifier effectivement des différences majeures? Alors, ce qui était... là où il y a une petite particularité, c'est que lorsque j'ai commencé chez Groupon, c'était encore CTD à l'époque, et c'était les frères Samwer qui pilotaient le business en Europe. Et donc, j'ai eu déjà à l'époque la chance de connaître les méthodes et surtout l'approche, la culture allemande dans le montage d'une société. Et j'ai tout de suite reconnu l'efficacité et la capacité aussi à être proche du terrain. Lorsqu'on a migré vers Groupon et qu'on s'est associé que lorsque CTD a fusionné avec Groupon, j'ai rencontré une barrière qui a été aussi quelque chose qui, je pense, freine beaucoup de sociétés lorsqu'ils arrivent sur le marché européen. C'est le fait de considérer l'Europe finalement comme un État presque fédéral dans lequel rentrer sur le marché est extrêmement facile. Avec une solution unique, on adresse une grosse dizaine de pays. Et en fait, pas du tout. Le marché européen est un marché extrêmement complexe et il ne faut surtout pas arriver avec des a priori. Il faut arriver avec une humilité qui fait qu'on essaye de comprendre comment fonctionne chacun de ces États, chacun de ces marchés. Pour moi, ça a été un challenge chez Groupon. Ça a été justement, et c'est ce qui fait aussi que j'ai voulu
me déplacer et j'allais extrêmement régulièrement aux Pays-Bas. Même depuis l'Angleterre, je continuais à voyager dans les différents pays. Ce qui était extrêmement important pour moi, c'est de garder ce lien pour comprendre quelle était la culture de chaque pays et comment j'adapte mon offre en permanence. Que ce soit en facial sur la marketplace, lorsque vous êtes sur votre ordinateur ou sur l'application, mais à travers le produit qu'on livre. Ça passe par des détails extrêmement simples, mais quand on reçoit un produit chez soi et que la notice est en allemand ou que la notice est dans une langue qui n'est pas celle du terrain, qui n'est pas celle du pays, l'expérience client elle est désastreuse. Et aujourd'hui, quand une société rentre sur le marché français, rentre sur le marché européen, elle doit avoir cette capacité à tout de suite comprendre les différenciations, la culture de chaque pays et surtout la mentalité du consommateur. C'est ce que Groupon n'a pas vraiment fait ou c'est ce qu'au contraire Groupon a fait en arrivant? Groupon l'a bien fait, mais ce qui est compliqué, encore une fois, quand on est intermédiaire, quand on met en relation des clients et des fournisseurs, c'est qu'on ne maîtrise pas tous les éléments de la chaîne de valeur. Donc on peut l'influencer, on peut l'exiger, mais on ne peut pas le contrôler. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un modèle qui intègre toute la chaîne de valeur, depuis l'achat de la marchandise jusqu'à la livraison, jusqu'à la logistique du dernier kilomètre, qui peut se permettre d'avoir ce niveau d'exécution et justement de faire remonter tous les retours clients, toutes les spécificités de l'écosystème dans lequel la société, le modèle évolue, pour s'y adapter. Et l'adaptabilité aujourd'hui, pour ce digital, est un vrai challenge. Et je l'ai vécu chez Groupon, c'était un challenge et on l'a bien remporté. Aujourd'hui, Groupon continue à s'adapter aux besoins au niveau local. Et aujourd'hui, c'est un des gros challenges aussi de Gorillaz, c'est réussir, malgré le fait qu'on soit un modèle allemand, avec une vraie qualité d'exécution quand même, de comprendre les spécificités du marché français, surtout dans la distribution alimentaire qui est par définition le modèle probablement le plus exigeant au niveau européen, mais dans le monde. Alors pour répondre à ma question, est-ce que tu dirais que les Allemands sont plus sensibles aux différences culturelles, en fait finalement à ce qu'on appelle la localisation, que les Américains puisque je parlais des cultures entre Groupon et Gorillaz, mais tu arrives déjà à l'apercevoir, cette différence, ou alors finalement, il n'y en a pas tellement? Si, alors, Gorillaz a une particularité, c'est une boîte qui est née en Allemagne, c'est une boîte qui s'est développée extrêmement rapidement en Europe, mais c'est une boîte qui, lorsqu'elle arrive, n'impose pas son modèle. Et autant on garde ces valeurs qui sont celles de l'excellence opérationnelle, et on a un modèle qui est aujourd'hui duplicable de façon efficace, de façon rapide, mais la particularité c'est qu'on va aussi s'adapter au modèle et aux spécificités du pays. Et c'est aussi tout mon rôle, moi, c'est d'aller prendre le meilleur de la culture allemande chez Gorillaz qui a été développée, mais de l'adapter aux spécificités françaises, avec aussi nos propres valeurs, aussi avec nos propres outils et avec nos propres clients. Et je dirais que la particularité de Gorillaz, c'est qu'on commence avec des valeurs, avec une éthique et avec une écoute du client et des salariés qui est extraordinaire. Et je n'ai pas vu beaucoup de boîtes aujourd'hui dans le digital qui ont cette couche de valeur dès le départ. Souvent, le business commence super rapidement, les opérations accélèrent, les startups deviennent des scale-up, les scale-up deviennent des multinationales, et puis on est tellement passionné par le quotidien que parfois on oublie de prendre un peu d'auteur en se disant mais pourquoi je fais les choses et quelle valeur je veux que mes salariés portent. Et Gorillaz a un peu pris le contre-pied. Et c'est ce qui, moi, m'a vraiment passionné quand j'ai commencé à discuter avec les fondateurs il y a quelques mois. C'est qu'on commence par ces valeurs et on met ces valeurs à disposition d'un marché. Et c'est pour moi vraiment ce qui va permettre de craquer un peu ce modèle du digital dans la distribution alimentaire. C'est qu'on prend le contre-pied, en fait. On va véritablement s'inscrire, rentrer sur un marché, mais par la bonne porte. Justement, on est en train de comprendre la raison pour laquelle tu es arrivé chez Gorillaz, et puis on va rentrer en détail un peu plus tard sur Gorillaz. Avant qu'on ne parle du marché, globalement, ta feuille de mission à toi, on a compris dans les grandes lignes, c'est le déploiement de Gorillaz en France. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, et qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'aventure Gorillaz? Alors, ce qui m'a motivé, il y a deux aspects. Le premier, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est extrêmement passionné par tout ce que je fais. Je m'engage à 300% dans les missions que
que je prends à bras-le-corps. Je me suis vraiment éclaté chez Groupon, je le dis comme ça, parce que pour moi, ça a été un challenge, mais avant tout, c'était une passion aussi. Et lorsque je suis rentré en France, je cherchais justement à retrouver un challenge qui soit vierge. Et Gorillaz, en parallèle de ce côté qui vient digitaliser le monde du retail, il y a un côté où je retrouve énormément les valeurs du sport qui me sont extrêmement chères. J'ai toujours fait beaucoup de sport en parallèle du boulot. J'ai fait beaucoup de triathlon, j'en ai fait au niveau compétition. Je suis fan de vélo, autant pour circuler à Paris que pour aller challenger les copains en triathlon. Et je cherchais vraiment un modèle pour rejoindre les valeurs, si tu veux, dans lequel le ride, la valeur du vélo, puisse être présent. Il se trouve que Gorilla s'est construit sur cette valeur. C'est une boîte qui était montée par des riders et qui apporte ces valeurs du ride, de l'engagement, de l'ultra-mobilité permanente, la prise de décision rapide, qui apporte ces valeurs dans un écosystème qui est celui du retail et celui du digital en même temps, dans lequel ça n'avait jamais été fait. Et quand tu prends un peu de recul et que tu le regardes, le modèle de Gorillaz, et c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est ce qui me plaît, c'est que là où les révolutions, les disruptions, on va dire, ont toujours été en deux dimensions, avec une industrie plus une couche technologique, et ben Gorillaz, c'est peut-être aujourd'hui un des premiers modèles qui vient rentrer dans une troisième dimension, en mettant une couche technologique, bien sûr, le retail, la distribution alimentaire, et en plus la logistique du dernier kilomètre. Bon. Et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ces trois dimensions, et c'est exactement l'écosystème dans lequel moi je voulais rentrer. Ça fit, ouais. en fait, ça fit entre tes attentes et puis ce qu'ils te Exactement. proposent. Et on va revenir comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions qui me viennent, pour qu'on puisse finalement y répondre sur la base d'un constat. On va parler du marché, je le disais en introduction, finalement il n'y aurait pas de Gorillaz et consorts s'il n'y avait pas de marché, pas de consommateurs. Depuis les 12 ou 18 derniers mois, les choses ont quand même énormément changé. Le paradigme de la consommation n'est plus le même. Tout le monde est au courant de cette crise sanitaire qui a redistribué les cartes et puis les besoins sont plus les mêmes. Qu'est-ce qui reste ? Quelles sont les attentes ? Gorillaz s'est justement développé pendant cette crise. Il y a peut-être une raison à ça. Avant qu'on rentre donc dans la proposition de valeur de Gorillaz, est-ce que tu peux finalement nous parler de l'interprétation du marché du retail, de la distribution, enfin on est plutôt dans l'alimentaire en ce qui te concerne, enfin dis-moi si je me trompe, mais globalement c'est un peu ça quand même. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui est conjoncturel, enfin comment tu interprètes tout ça ? Alors c'est une vaste question, c'est un sujet qui aujourd'hui génère énormément de débats. C'est un domaine sur la distribution alimentaire, parce qu'effectivement c'est le marché dont on parle aujourd'hui, c'est la distribution alimentaire au niveau national. C'est une industrie qui finalement s'est vraiment spécialisée depuis une soixantaine d'années avec la naissance effectivement de la GMS, qui aujourd'hui contrôle à peu près 95% de la distribution alimentaire non préparée en France. Mais quand on regarde ce qui s'est passé sur les 5 dernières années, notamment depuis la naissance de toutes les plateformes logistiques de proximité qui permettent d'avoir accès à des plats préparés, je parle de Deliveroo ou Uber Eats, ça a été un peu les précurseurs dans des changements d'habitude. Et finalement, la crise sanitaire est venue accélérer ces changements et ce mode de consommation, mais c'est une vague, moi je parle vraiment d'une vague, qui a commencé depuis déjà quelques années et dont la pandémie est un accélérateur. Mais aujourd'hui, depuis un an, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que les consommateurs sont beaucoup plus soucieux de l'origine des produits, sont beaucoup plus soucieux des parcours qu'ils font et aussi de la traçabilité de leurs produits. Avec ces conditions sanitaires aussi, ils cherchent beaucoup plus de contact avec leurs commerçants, ils cherchent au contraire beaucoup moins à économiser beaucoup plus de temps par rapport à celui qui est passé dans les commerces, dans les grandes surfaces ou dans les moyennes surfaces de proximité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est plus d'une heure qui est passée par un consommateur en moyenne en dehors de chez lui pour justement s'approvisionner en denrées alimentaires. Et aujourd'hui, il y a un souci d'optimisation du temps. On est de plus en plus sollicité. Aujourd'hui, le temps devient rare.
Et la mission de Gorillaz, justement, dans cet écosystème, c'est de se dire comment on peut faciliter les choses pour le client, comment on peut lui enlever cette pénibilité qui est liée au fait d'aller... Ouais, on va y revenir. Ouais. Mais moi, je vais t'interroger sur le marché toujours et rester sur le marché. J'aimerais bien Ouais. qu'on prenne un peu le temps d'aller plus loin. C'est difficile de ne pas caler finalement sa réflexion sur sa propre expérience personnelle. J'habite à Paris. J'ai donc un mode de vie urbain. On l'a bien compris. Gorillaz adresse l'urbain. Mais dans quelle mesure l'urbain est uniforme dans ses besoins et est-ce qu'il est représentatif de ce qui existe ailleurs? Comment finalement ceux qui sont en périphérie, en grande périphérie, se comportent est-ce que comment en fait comment on voit ça? C'est qui votre cible? C'est qui la cible de Gorillaz? Donc la question c'est comment on les qualifie ces besoins, comment on les structure. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on adresse des millennials, est-ce qu'on adresse aussi bien des retraités, tu parles de temps, tu vois, comment ce marché se structure sur les typologies de consommateurs? Alors, la particularité aujourd'hui, c'est que on commence d'un marché qui est relativement petit sur de la consommation ultra rapide alimentaire. Mhm. Aujourd'hui, il y a très peu de clients qui finalement connaissent notre solution, par exemple. Et donc, on est dans une phase un peu d'évangélisation où on doit aussi apprendre ou dire aux consommateurs, leur faire réaliser qu'ils peuvent consommer différemment. Et je pense qu'aujourd'hui, là où il va y avoir vraiment un changement de mode de consommation, c'est qu'au lieu d'avoir une approche où le consommateur doit anticiper ses besoins, il doit se préparer à l'avance, il doit planifier son besoin. Nous, on part d'une approche dans laquelle le client ne doit plus avoir à s'organiser. On veut vraiment revenir à un aspect extrêmement, j'ai envie de dire, primitif pour provoquer un peu, mais et c'est aussi l'image du gorille. Aujourd'hui, un consommateur, à une époque où on est capable d'envoyer des drones sur Mars et de faire voler des hélicoptères sur Mars, pourquoi est-ce qu'il faut encore 24 heures pour recevoir son plein de courses? Pourquoi il faut consacrer 2 heures par semaine pour aller faire la queue dans un supermarché alors qu'on aurait presque à tendre la main normalement pour devoir se nourrir, qui est un besoin extrêmement primitif. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que Gorillaz voudrait apporter. Et c'est pas simplement une clientèle, on va dire, qui est très connectée, qu'on cherche à atteindre. C'est pas les millénials, c'est pas ceux qui ont un téléphone en permanence dans la main. Au contraire, ce qu'on veut et ce qu'on observe aussi, c'est vraiment changer profondément le mode de consommation et repasser sur un mode de consommation qui est à la demande. On a un besoin immédiat et on trouve une société, un service, et notamment Gorillaz, qui est capable d'y répondre. Donc on est capable d'aller adresser aujourd'hui du millénial qui a un besoin instantané, par exemple lorsqu'il est entre amis ou en tout cas en famille. Ouais, il en veut ce un pack moment. de bière parce Il que veut un c'est pack de fini. bière exactement. Mais aujourd'hui, une cellule familiale de 5 personnes qui cherche à faire son plein de courses pour le mois, pour son fonds de maison, et ben on est aussi capable d'y répondre. Ce qu'on veut vraiment, c'est pas combler un besoin, ce que font très bien d'autres concurrents notamment. Vous avez besoin d'un paquet de chips pour un apéro, et ben boum, vous cliquez sur l'application, ils le font. Nous, on vient changer profondément un mode de consommation. On vient substituer un modèle à un autre. Et aujourd'hui, substituer un modèle à un autre, ça veut dire avoir une offre qui soit suffisamment large pour que demain, vous ayez plus à sortir de chez vous pour consommer des biens extrêmement basiques. Aujourd'hui, sortir pour aller acheter un paquet de lessive, ça paraît une évidence. Et ben, moi, je vous mets au pari que dans 2 ans, ça paraîtra inconcevable de passer 20 minutes de sa semaine pour aller acheter des produits qui sont extrêmement basiques et que quelqu'un peut vous apporter encore plus rapidement à votre porte. Et c'est un modèle qui va effectivement, qui est amené à grandir rapidement dans des zones urbaines très denses, puisqu'il y a une réalité économique pour nous, il y a un véritable besoin qui existe chez nos clients aussi là-dessus. Mais finalement, c'est un modèle qui peut être amené à s'étendre partout où le mode de distribution actuel n'est pas suffisamment dense ou n'est pas suffisamment adapté par rapport aux besoins. Alors moi j'entends bien ce que tu dis, je te challenge sur ta réponse. On est début mai 2021, on est un peu plus d'1 an après le début de la crise sanitaire. Effectivement, la crise sanitaire a
accélérer des tendances. Tu l'as très justement dit, je le dis je crois dans chacun des épisodes de ce podcast, on ne va pas revenir dessus. Il y a aussi un sujet qui est celui de la sensibilité au prix. C'est-à-dire que s'accompagne de la crise sanitaire une crise économique et une crise du pouvoir d'achat. Et là encore, il n'y a personne qui va aller contester ce constat. C'est une réalité qui peut être en décalage par rapport à la crise sanitaire, mais qui est vraiment une réalité. Quand on voit le taux d'épargne des Français, tout le monde l'explique comme étant je fais des réserves parce que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Tout à fait. Donc ça veut dire que le pouvoir d'achat baisse et que la sensibilité au prix, mécaniquement, augmente. Dans quelle mesure le consommateur d'aujourd'hui, qui veut déjà consommer responsable, tu parlais de traçabilité, du bio, c'est-à-dire finalement mieux consommer, moins low cost, c'est ce qu'il voudrait en théorie, tu vois, avoir des produits de meilleure qualité, plus responsables, ça nécessite de mettre un peu plus d'argent parce que tu payes plus cher ta pomme bio qui a été cultivée à 25 ou 30 km de ton point d'achat que la pomme pleine de pesticides qui arrive d'un pays de je ne sais où il y a longtemps. Quand toi, tu as une sensibilité au prix, c'est-à-dire quand tu fais attention à tes dépenses, il y a toujours cet arbitrage qui n'est pas toujours simple. C'est une réalité et qui n'est pas simple. Là-dessus, tu rentres sur de la livraison. Parce que finalement, tu le disais très justement, et ça va permettre de passer sur la proposition de valeur de Gorillaz, mais je vais te laisser y répondre. Tu rajoutes en fait cette dimension de livraison, cette livraison qui est verte puisqu'elle est à vélo, mais qui a un coût. Soit le coût il est facial, c'est on dit ça coûte tant, soit le coût il est en partie répercuté dans les prix des produits, mais il y a un coût, enfin in fine, de toute façon ça se paye le service. Donc dans quelle mesure, est-ce que j'arrive à la fin de mon propos, il y a une forme de quadrature du cercle entre finalement ce besoin de service, ce besoin d'acheter des produits responsables et cette sensibilité au prix lié aux enjeux du pouvoir d'achat? Alors, c'est une extrêmement bonne question. Effectivement, je pense que la crise sanitaire a aussi fait remonter énormément de problèmes et de challenges liés au pouvoir d'achat. Et ça a été une année difficile, je pense, pour beaucoup de consommateurs. Gorillaz permet vraiment d'apporter une réponse qui soit pérenne là-dessus. Mais avant de parler de Gorillaz, je voudrais aussi donner un éclairage là-dessus. Effectivement, il y a une sensibilité au prix qui est énorme. Et dans le monde de la consommation alimentaire, finalement, il n'y a pas vraiment de fidélité. C'est ce qu'on observe. Il n'y a pas de fidélité à une marque. Par contre, il y a une grosse fidélité au prix. Donc, c'est le premier critère de décision lorsqu'un consommateur procède à un acte d'achat. On observe aussi un deuxième facteur, quand même, c'est que les consommateurs sont prêts à payer plus cher lorsqu'ils peuvent acheter français, lorsqu'ils ont une meilleure traçabilité, une meilleure connaissance. Donc, finalement, on peut se demander, mais si un consommateur est prêt à payer un petit peu plus cher parce qu'il a il s'identifie au produit, enfin, il plébiscite ce produit, et est-ce qu'on ne peut pas lui faire acheter un petit peu moins, mais le bon produit? Et c'est là où je veux en venir, c'est que Gorillaz, c'est un modèle qui te permet de consommer, on appelle ça on demand, c'est à la demande. Donc finalement, tu ne consommes que ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, lorsqu'un panier moyen pour la semaine est fait par un consommateur lambda, il y a un pourcentage à 2 chiffres d'aliments qui ne sont pas consommés et qui sont jetés. Et un modèle comme Gorillaz te permet d'économiser ça. Parce que finalement, tu vas simplement acheter la pomme dont tu as besoin, tu vas acheter tous les produits de fond de maison dont tu as besoin et que tu consommeras. Okay. Donc le prix que tu économises parce que tu consommes que ce dont tu as besoin, tu peux le mettre aussi dans des produits de qualité, par exemple. Tu peux le mettre dans une pomme de meilleure qualité, une pomme bio que tu peux acheter sur l'app. Faut savoir que la proposition de prix, pour commencer, de Gorillaz, elle est d'être à la moyenne de ce que propose la GMS de proximité pour nos clients. On n'est pas plus cher, on n'est pas moins cher, on est à la moyenne. Ça doit être presque un acte $1, ça doit être un critère $1. Donc le prix facial de tes produits, globalement, c'est le même que le Carrefour Express. Que ce que tu vas trouver au pied de chez toi, exactement. Tu ne veux pas dire les marques, mais moi je peux le faire, pour que tout le monde s'identifie bien. Donc, globalement, la distribution de quartier possédée par les grandes enseignes françaises, vous êtes à peu près au même prix. On est à peu près au même prix. On va simplement rajouter 1,80 € de livraison, 1,80 € qui sont
qui est un prix ferme, quel que soit le montant du panier, que vous achetiez justement des bananes pour 1 kilo de bananes ou que vous achetiez un plein de courses pour le mois à 300 €, les frais de livraison sont les mêmes. Alors c'est hyper intéressant, je viens de réaliser un truc en t'entendant parler. Finalement, ce qui est drôle, c'est que quand tu t'intéresses vraiment à l'actualité de la grande distribution en France, tu t'aperçois que dernièrement, il y a des chiffres qui sont sortis et la part de marché du hard discount et qui sont les hard discounters, ce sont les Allemands, Lidl en tête, qui grappillent des parts de marché à la grande distribution historique française. Donc finalement, on a des Allemands qui arrivent dans le hard discount avec un modèle, une proposition de valeur. Et puis maintenant, il y a des nouveaux acteurs, toujours allemands, des Gorillaz, qui arrivent avec une autre proposition de valeur. Et je trouve le clin d'œil assez amusant et tu le défends très bien. On va rentrer maintenant vraiment dans qui est Gorillaz avant que tu nous expliques comment ça fonctionne, les enjeux qui sont les vôtres sur le territoire français et comment vous opérez toutes ces opérations. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch pour retracer ce très court historique de la société? Tu as parlé des fondateurs qui sont des riders à l'origine. Comment tout ça s'organise? Enfin voilà, tu dois avoir des éléments de langage pour nous introduire tout ça, j'imagine. Exactement. Gorillaz, c'est une courte histoire à l'échelle de la distribution alimentaire. C'est une histoire qui commence maintenant à être un peu plus longue à l'image du digital. Mais ça a commencé il y a 11 mois, exactement. Ça commence par 3 fondateurs allemands qui se disent, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui... Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Ils ont un peu plus de la trentaine aujourd'hui. Et ils se disent... pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je ne suis pas capable de consommer, de répondre à un besoin de base immédiatement? Il crée un premier dark store, que moi j'aime pas trop appeler dark store, on reviendra dessus derrière, mais j'appelle plutôt ça un store ou un magasin de proximité. Et ils se disent, montons notre premier store et voyons si des clients aussi plébiscitent aussi notre service. Le premier store fonctionne extrêmement bien. C'est à Berlin, bien sûr. Ouais. Dans un écosystème berlinois qui est très particulier sur la distribution alimentaire, qui s'y prête aussi évidemment. Mais l'aventure commence par là, de façon très simple. C'est eux qui livrent, c'est eux qui achètent leurs marchandises. Ils font la logistique et les opérations. Et au final, 1, 3, 5, 100, 1000 clients. Et le modèle se structure. Au bout de 3-4 mois, on parle de 3 dark stores, donc 3 stores implémentés à Berlin. Bien sûr, dans cette phase de croissance opérationnelle, des investisseurs se sont liés à l'aventure aussi pour nous aider à grandir dans des bonnes conditions, en maintenant la même qualité de service, en maintenant ce délai incroyable qui est quand même de maximum 10 minutes pour nos clients. Et 11 mois après, on parle d'une société dans laquelle il y a plus de 2000 salariés, dans laquelle il y a une soixantaine de stores hallucinant. Soixantaine de stores implémentés en Europe, 4 pays ouverts, plus de 18 villes servies en Europe. On se demande comment c'est possible d'aller aussi vite. Parce que par exemple, quand je t'entends parler, il y a une question qui me vient, mais qui est toute bête. Vos livreurs, ils livrent à vélo. Ouais. Les vélos, ils sont à vous? Non. Les vélos ne sont pas à nous. Aujourd'hui, on passe par des solutions de leasing. Ok. Mais donc, enfin, c'est vous qui les fournissez aux livreurs? Exactement. Alors, non, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr. C'est-à-dire que d'un point de vue opérationnel, il faut quand même organiser les choses pour que vos livreurs aient un vélo pour livrer. Oui, alors la particularité de Gorillaz, et c'est ce qui fera que Gorillaz durera dans le temps, c'est qu'on ne fait pas de concession sur l'excellence opérationnelle. Et quand je te dis l'excellence opérationnelle, c'est à travers toute la chaîne de valeur qu'on intègre. Ce qui permet d'être si rapide, c'est extrêmement simple. C'est qu'on achète notre marchandise à nos fournisseurs, on stocke notre marchandise dans nos stores qui sont des entrepôts de proximité, qui sont au plus près des clients, et on livre notre propre marchandise avec notre flotte de livreurs qu'on appelle nos riders, qui sont des salariés. C'est un point important par rapport à tous les autres modèles qu'on a pu entendre et toutes les histoires sur les autres modèles. Attends, donc en fait, comment le développement, je reviens juste sur le développement parce que c'est tellement rapide, tellement hallucinant, 60 magasins ouverts en même pas un an. C'est d'abord l'Allemagne. Quand est-ce qu'arrivent les autres pays ou alors tout se fait? Tu parles de 4 pays, alors il y a l'Allemagne, la France, bon, forcément. C'est quoi les 2 autres? C'est l'Angleterre et les Pays-Bas. L'Angleterre et les Pays-Bas. Tout se fait en parallèle. Comment s'organise le truc? Alors, c'est une croissance qui a commencé au niveau international depuis décembre dernier.
Ok. qui s'est fait dans des super bonnes conditions parce qu'on a cette connaissance, malgré notre jeunesse, on a déjà une capacité à dupliquer des opérations d'un pays à l'autre. Et comment on le fait? On le fait de façon très décentralisée. Donc la décentralisation nous permet vraiment d'avoir une flexibilité et une rapidité dans l'implémentation. Et donc chaque pays fonctionne en autonomie finalement, avec une recette, mais en autonomie. Et c'est ce qui a permis d'ouvrir en l'espace d'un quarter, en l'espace de 3 mois, 3 pays quasiment simultanément, dont la France. Ok. Donc Et ça, la France, donc ça fait depuis même pas 6 mois que tu es presque un vieux, un historique, tu vois. incroyable, ouais. C'est incroyable. Ça fait à peine 3 mois que je participe à l'aventure Gorilla. J'ai l'impression d'y être depuis 3 ans, compte tenu de tout ce qui a été fait depuis. Mais ouais, c'est une aventure extrêmement rapide. À date, les 2000 salariés, c'est, j'imagine, une grande partie de livreurs. Effectivement. Alors, c'est des livreurs, mais on a aussi toutes les équipes qui travaillent dans nos stores et qui permettent de faire fonctionner Les pickers. pickers, ce qu'on appelle les shift managers, donc ils sont responsables des différentes des 2 shifts qu'on a par jour. Les 2 shifts, c'est quoi? Aujourd'hui, effectivement, pour pouvoir couvrir des horaires de 7 heures, notre heure d'ouverture jusqu'à 23 heures, on a 2 organisations d'équipes, 2 équipes successives Les 2 dans la mythes. exactement, qui sont capables de justement faire fonctionner nos stores. D'accord. Arrivons tout de suite dessus. Donc, parle-nous du fonctionnement d'un store, puisque c'est finalement ton quotidien, puisque aujourd'hui, vous avez comme mission en France de couvrir d'abord Paris et puis ces grandes agglomérations. Je sais, tu vas nous dire comment vous y prenez. Ouais. À Paris, selon l'information que j'ai pu voir sur le site de Gorillaz, il y a 4 stores, 4 zones, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Bon, comment ça marche? Comment tu fais? C'est quoi raconte-nous un peu la réalité, comment ça s'ouvre, comment ça fonctionne. Rentrer derrière le décor. Ouais. Ouais. Alors, ce qui est, je veux revenir sur un point que je mentionnais tout à l'heure, mais je parle pas de dark store parce que pour moi, le T'as dark noté, store. j'ai fait attention, j'ai Ouais. plus dit dark store. Ouais, j'ai vu, hein, t'as bien corrigé, merci. Mais pour moi, le dark store a un côté assez négatif en fait. C'est le côté dark. C'est le côté dark. Et ça reflète aussi, je pense, une crainte qu'ont beaucoup de consommateurs, ont beaucoup d'habitants des villes dans lesquelles on s'installe, de voir arriver un grand méchant boîte technologie qui vient uberiser, qui vient dévitaliser un quartier. Et en fait, la particularité des Gorillaz, c'est qu'on prend exactement le contre-pied. Et aujourd'hui, j'aime à me comparer à Uber, quelque part, c'est un peu provocateur, mais j'aime bien dire que je prends le contre-pied du modèle. Et quand je parle de store et pas de dark store, pourquoi? C'est parce qu'en fait, nous sommes des magasins, on ne reçoit pas de public, mais on fonctionne exactement comme un supermarché. La seule particularité, c'est qu'on a nos propres livreurs et qui viennent à votre rencontre, à la rencontre du client. Pour parler concrètement d'un store, pour passer à l'envers du décor, un store, c'est une surface qui représente entre 400 et 500 mètres carrés, qui va être organisée en 2 espaces. Il y a un espace de stockage avec des allées, avec des produits qui sont extrêmement variés. On a plus de 2000 références aujourd'hui de produits qu'on met à disposition sur notre app et qui sont donc physiquement présents dans ces stores, avec des préparateurs de commandes, donc des salariés qui vont, en fonction de l'arrivée des commandes, préparer ces livraisons et les mettre à disposition de cette équipe de riders qui est là, cette 2e zone dans nos stores. Ça veut dire que les stores, ils ont une configuration qui est adaptée au picking. Exactement. Tu vas en parler justement, cette efficacité dans la préparation de commandes versus, je voudrais t'entendre parler, j'imagine la réponse, puisque n'importe quel autre concurrent de la distribution alimentaire propose aussi de la livraison, peut-être moins rapide, mais enfin propose comme de la livraison express, en se servant dans les magasins qui sont au coin de la rue. Ça veut dire que l'organisation de ton store, il est adapté, ça veut dire qu'il est adapté aussi à ce qu'il y ait toute une myriade de livreurs devant pour que, tu vois, concrètement, il faut pouvoir les faire rentrer, comment ils préparent, enfin comment on fait tout ça? Alors, c'est là qu'il y a un vrai savoir-faire, malgré notre jeunesse. C'est que pour tenir ces 10 minutes, effectivement, on a un mode opératoire, on a un modèle qui est extrêmement rodé, qu'on est capable de dupliquer, mais qui est extrêmement rodé. Une préparation de commande, aujourd'hui, ça ne doit pas prendre plus de 3 minutes. Et pour tenir ces 3 minutes sur des paniers qui parfois vont jusqu'à 150, 200, voire 250 €, on a un véritable savoir-faire
qui est mise en pratique par nos équipes, mais qui leur permettent de préparer dans des bonnes conditions. Non, mais attends, une commande de 250 €, on est d'accord, c'est une très grosse commande. Il y a beaucoup de produits. Tout à fait. Tu la prépares pas en 3 minutes, celle-là. On est capable aujourd'hui de préparer une commande jusqu'à 200 €. On l'a fait en moins de 3 minutes et de respecter le timing de livraison. Et elle est transportée par plusieurs livreurs. Et elle est transportée évidemment par plusieurs livreurs. La sécurité et les conditions de travail de mes équipes, de mes riders, étant évidemment un critère hyper important pour moi. Et quand je fais moi-même les livraisons, ça m'arrive plusieurs fois par semaine. Effectivement, je fais extrêmement attention à ce que les livraisons se fassent dans des bonnes conditions, avec le bon équipement et surtout avec des livraisons qui ne soient pas trop lourdes. Et Je donc, suis capable d'envoyer 3 riders s'il faut 3 riders, sans problème. J'ai bien compris. Mais alors, du coup, réexplique comment c'est organisé en fait. Parce que avec les vélos, il ne faut pas que ça se croise. Enfin, il faut que s'il y a une commande qui est transportée par plusieurs livreurs, comment on fait tout ça? Enfin, Alors, c'est aussi là où moi j'ai tout de suite adhéré au modèle et aujourd'hui, je ne fais pas de concession dessus. On prend des stores qui sont grands. C'est vraiment la particularité de Gorillaz. Et la raison, c'est qu'on veut pouvoir faire tenir dans nos stores et dans des conditions de fluidité et de conditions de travail toutes nos opérations. Et ce qu'on veut exactement éviter, si tu veux, c'est qu'il y ait cet attroupement devant le store qui crée de la nuisance, qui ne plaît pas aux voisins. Parce que quand tu dis, en fait, tu sais pourquoi je te pose la question? Parce que tous les jours, quand je reviens du bureau, je passe devant un McDo où tu as une myriade de Uber Eats et de Deliveroo qui attendent pour aller prendre les commandes du McDo et les apporter. C'est pour ça, en fait, que je te pose très concrètement. Comment ça s'organise pour vous? Et aujourd'hui, un livreur, nos riders, lorsqu'on reçoit une commande, ils sont à disposition près de notre espace de picking, donc la réception de la commande. Ils récupèrent cette commande et ils sortent de nos stores avec leur vélo et ils vont livrer le client. Et quand ils reviennent, pareil, ils rentrent dans leur écosystème, dans leur maison. C'est comme une ruche, si tu veux. Tu as une mission qui est d'aller servir ce client en étant ambassadeur de la marque. Lorsque tu as terminé, tu rentres et tu re-rentres dans la ruche. On va reparler de la technologie, parce qu'il y a une notion de technologie Bien sûr. Qui est importante. Avant ça, comment s'organisent finalement les rayons dans un store chez Gorillaz? Est-ce que ça ressemble à ce qu'on connaît dans un magasin traditionnel où on se rend pour aller chercher son paquet de pâtes, sa lessive, enfin tout ce dont on a besoin? Est-ce que c'est différent? Je te pose la question parce que on est dans l'audio, donc on n'a pas d'image, hein, donc il faut donner. Et puis, c'est un concept qu'on ne sera jamais amené à voir. Tu vois, le consommateur le verra jamais. Et on a besoin de s'identifier un peu concrètement. Comment c'est organisé, les racks et tout ça dans un store? Alors, pour faire tomber le voile, ça s'assimile à 95% à l'expérience que l'on vit lorsqu'on rentre dans un supermarché de proximité. Ça en a la taille finalement, et c'est les mêmes équipements. On va retrouver les mêmes allées de frigidaire, de frigo, on va retrouver les mêmes allées de rayonnage avec la disposition des produits. La simple couche technologique qu'on vient apporter, et c'est aussi notre savoir-faire, c'est qu'on va être capable d'organiser cet espace pour optimiser les temps de préparation de commande. Et ça, on vient avec justement ce savoir-faire que n'ont pas nos concurrents et qui nous permet d'organiser la disposition des produits pour que ce soit le plus rapide. Il y a quand même une réflexion autour de la façon dont les produits sont accessibles pour le picker. Le picker, lui, il a quoi? Il remplit directement le sac à dos du livreur, ou il a un panier, il met dans le panier et après Alors là, on rentre un peu dans les secrets de préparation de Gorillaz et malheureusement, je ne peux pas te donner la granularité que tu voudrais. C'est une question qui est pertinente. Alors, ouais, c'est une question qui est pertinente, mais effectivement, aujourd'hui, on met un matériel spécialisé à disposition de nos salariés qui leur permettent de tenir ces délais qui sont assez incroyables. Mais visuellement, pour un client, si aujourd'hui il était amené à rentrer dans un de nos stores, il ne verrait pas trop la différence. Ouais. Il serait pas trop perdu. Ouais. La seule chose qu'il réaliserait, c'est qu'au lieu de rentrer dans un univers qui est normalement assez triste, qui est qui est un peu sans âme et dans lequel il y a souvent une musique de fond assez ennuyeuse, et il se rendrait compte qu'il rentre dans un espace où tu as une vraie communauté qui travaille. Ouais, tu disais, c'est comme dans une ruche. C'est exactement le même concept. Et ça veut dire que pour trouver vos points
de stockage, finalement, vos stores. Vous cherchez quoi d'anciens points de vente traditionnels, un ancien Franprix, ou alors ça peut être complètement autre chose? Alors, on est extrêmement adaptable. On est capable de prendre des surfaces très diverses en termes d'organisation, en termes de positionnement. On ne va pas aller chercher effectivement des stores qui soient dans des rues extrêmement passantes. Ce n'est pas l'objectif. On est capable d'opérer finalement même en deuxième ou en troisième front de rue, à partir du moment où l'espace à l'intérieur permet d'installer nos opérations. Mais on est extrêmement flexible sur la typologie de biens qu'on est capable de prendre. On a pris des anciens supermarchés, on a pris des anciens lieux de stockage. Demain, on serait capable de prendre un ancien bureau qui soit en rez-de-chaussée et de le réaménager. Là-dessus, c'est aussi la force, c'est que on part d'un produit brut, qui est une surface qu'on prend en location, et en quelques semaines, hop, par magie, avec ce savoir-faire, on est capable de le transformer en store et un espace qui est convivial, qui travaille super bien en termes de qualité pro et avec cette qualité de produit, quoi. C'est assez magique. Ouais. Avant qu'on parle du business model, parle-nous de la techno. Le rôle qu'elle joue, qu'est-ce que vous avez développé, comment finalement elle vient s'intégrer à l'ensemble des opérations et les simplifier, j'imagine. Ouais. Alors, nous sommes des commerçants, on est des riders, évidemment, mais on a aussi, on le disait, j'en parlais, cette troisième dimension qui est cette dimension technologique. Et cette dimension technologique, elle nous permet plusieurs choses. D'abord, elle nous permet des économies d'échelle, évidemment. Elle nous permet d'avoir des coûts inférieurs à ce que pourrait avoir de la GMS classique, un supermarché classique. Ça, c'est sur la partie opération. Donc, j'en ai parlé brièvement dans la préparation de commandes, par exemple. Mais elle nous permet un deuxième aspect qui est fondamental, c'est qu'elle nous permet d'être beaucoup mieux connectés avec nos clients et de beaucoup mieux comprendre ce qu'ils veulent. Et c'est là où on va se différencier par rapport avec le monde classique de la distribution alimentaire. Mais comme on est à l'écoute de nos clients, on est capable de nous adapter aussi à ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, un store, c'est un achalandage qui finalement représente le quartier, qui représente l'arrondissement, qui demain représentera la ville dans laquelle on s'introduit. Si aujourd'hui nos clients plébiscitent une typologie de produits frais, et que l'information remonte via nos systèmes, et demain, on est capable d'adapter cet assortiment et d'aller apporter beaucoup plus de fruits et légumes et peut-être moins de surgelés parce que le client plébiscite ou l'inverse. Ouais, vous vous adaptez à la zone de chalandise. On s'adapte complètement. Revenons sur la techno. Parce que vous maîtrisez finalement de bout en bout la relation client. La techno, vue de l'extérieur, elle intervient au niveau du front. Exactement, notre app. L'app. Alors pourquoi c'est pas il n'y a pas de site web? Alors, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, 95% de la population française est équipée d'un smartphone et tout le monde a un accès à Internet. Tout le monde peut télécharger des apps et tout le monde les utilise, quelle que soit la tranche d'âge. Même les seniors aujourd'hui sont très à l'aise dans l'utilisation de leur téléphone. Donc, il y a l'app. Et puis après, il y a, tu le disais, côté back-office, l'organisation des opérations, donc avec le picking. Il doit y avoir du hardware d'ailleurs là pour faire le picking, c'est-à-dire le picker qui reçoit la commande ou les commandes sur un appareil, un PDH, je ne sais pas sur quoi il les reçoit. Puis après, il y a la douchette où il faut scanner, qui va peut-être, excuse-moi de revenir dans des trucs très concrets, mais enfin c'est comme ça que ça se passe, qui va venir décompter que la commande. Faire de la gestion de stock aussi. Voilà, faire de la gestion de stock en temps réel. Donc vous avez, je sais pas, quelque chose qui ressemble à un OMS probablement, ou quelque chose comme ça. Enfin, il faut bien gérer les stocks. Et puis il y a après, je dirais, l'entre-deux, c'est comme ça que je le perçois. La techno, elle est aussi dans l'outil, le smartphone du livreur qui va lui indiquer où est-ce qu'il doit se rendre. Et peut-être d'autres choses aussi. Alors oui, je pense fondamentalement, on a des outils en termes de hardware qui ne sont pas très différents de celui que ceux que tu vas retrouver à une caisse de supermarché ou dans de la gestion d'inventaire ou de la gestion de stock dans un supermarché. C'est pas très loin. Je pense que la différence qu'on apporte, c'est dans le traitement de l'information, dans sa capacité à la faire remonter, sa capacité à la faire redescendre. Et c'est là où cette couche technologique nous apporte beaucoup plus d'efficience par rapport à un modèle de retail plus classique ou même par rapport à des concurrents. Mais matériellement, dans un store, tu ne verrais pas trop la différence. C'est vraiment dans ce traitement de l'information
donc plutôt sur la partie software qu'on se J'imagine démarque, bien. quoi. J'imagine bien. Mais comme tu le disais, quand même pour le client et même pour nos riders, c'est une application qui est disponible sur toutes les plateformes, sur lequel le parcours d'achat est extrêmement simplifié. On cherche de la simplicité effectivement et de la rapidité pour nos clients. Et en même temps, pour le rider, c'est avoir un outil qui lui permette de livrer dans des bonnes conditions. Donc les interfaces qu'on utilise lui permettent de respecter ses temps de commande sans être obligé d'aller trop vite ou de ne pas respecter les règles. Donc encore une fois, la tech vient apporter beaucoup plus de rapidité, mais dans des bonnes conditions. C'est vraiment le challenge, quoi. Ouais, ça, c'est très clair. Merci pour ces éléments de réponse. J'en viens au business model. Je le disais tout à l'heure, en fait, vous travaillez par zone. Un store couvre une zone. Mhm. Tu as avancé des éléments d'économie d'échelle, tu as parlé des besoins qui évoluent, ou finalement on demand, on a besoin de quelque chose, paf, on le commande, ça arrive, c'est presque magique. Une zone, comment vous définissez la zone géographique autour du store? Elle est composée. C'est quoi les KPI qui permettent de la mesurer, de la suivre, de la définir? Alors, d'abord, le business model de Gorillaz a vocation à s'implémenter partout où il y a un besoin de consommer différemment. Et ça, d'après les remontées qu'on a aujourd'hui, ça peut être à peu près n'importe où. Tout le monde plébiscite le fait de pouvoir consommer à la demande, avec toutes les implications positives que ça a. Mais par contre, on a une contrainte, effectivement, côté Gorillaz, c'est que on doit évidemment respecter une certaine densité de population parce qu'on a une équation économique à résoudre. Bien sûr. Exactement. Et concrètement, aujourd'hui, on commence par les zones les plus denses, de façon extrêmement simple. Notamment, on commence par toute l'île de France, parce que c'est là qu'on a la plus grosse densité, effectivement, au niveau national. On est en train de s'étendre aussi au niveau régional. On va rentrer dans les plus grandes villes de France. Mais on est capable aussi d'aller s'insérer dans des plus petites villes, là où la distribution alimentaire est contraignante, répond pas aux nouveaux besoins des consommateurs, et où nous aussi, d'un côté économique, on est capable de remplir notre équation. Mais aujourd'hui, un store, c'est un rayon d'action d'à peu près 1,5 à 2 km autour de son emplacement, dans le quartier dans lequel il est, ce qui permet, dans Paris Intramuros, par exemple, de desservir des zones de chalandise qui sont entre 70 000 et 150 000 clients. Aujourd'hui, c'est à peu près la moyenne. D'accord. Et avec un store, on, on couvre à peu près ce que la GMS, encore une fois, là où la GMS nécessiterait à peu près entre 5 à 10 stores, 5 à 10 supermarchés pour pouvoir couvrir cette zone, et ben nous, on n'a besoin que d'un store. Et c'est là où il y a cette notion aussi d'économie d'échelle. C'est là où je voulais t'emmener. Exactement. Si on a peut-être des opérations dans les stores qui sont plus lourdes, il faut du monde pour faire tourner un store dans les bonnes conditions. Et ça, on met les moyens pour le faire. Par contre, si tu amènes ça à un niveau de la ville, au niveau de la région dans laquelle on opère, finalement, on a une empreinte d'un point de vue opérationnel qui est moins lourde. Et c'est la raison pour laquelle aussi, aujourd'hui, un store à Berlin, là où on a un peu de recul sur nos opérations, en quelques mois, un store à Berlin génère plus de commandes que 5 à 6 supermarchés de proximité réunis. De commandes en ligne, quoi. Exactement. Donc, d'accord. Ça veut dire que vous avez la capacité théorique de livrer combien de commandes par jour? Alors, il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Aujourd'hui, on n'a pas atteint le plafond. Je ne peux pas te donner de chiffres, j'adorerais, mais je ne peux pas te donner de chiffres sur le nombre de commandes quotidiennes, mais il suffirait que tu restes devant un store en Allemagne pour que tu te rendes compte un peu de la cadence, mais aujourd'hui, un store est capable de faire le même volume de commandes qu'un supermarché de 3 à 4 000 m² un samedi en centre-ville. Donc, et ça dans une surface qui est 5 à 6 fois plus petite. Ouais. Donc on est sur des volumes qui vont être, parce qu'à Paris on vient de commencer, mais qui vont être importants, mais qu'on fait opérer dans des surfaces beaucoup plus petites, parce qu'on couvre une zone de chalandise beaucoup plus grande. Et on a ce savoir-faire aussi qu'on développe pour pouvoir le faire dans des bonnes conditions. Ça veut dire que à Paris, vous allez vouloir couvrir Paris à l'intérieur du périph', quoi. Paris, avec combien de magasins? Aujourd'hui, je pense qu'on va être entre une dizaine et une quinzaine de stores dans Paris intramuros. Ouais. On va s'adapter aussi au volume d'orders.
qu'on génère et on sera capable de s'adapter toujours pour faire en sorte que mes équipes au quotidien travaillent dans des bonnes conditions. Si le volume d'order explose, ce que je souhaite et ce qui est en train de se passer, et ben dans ce cas-là, je serai tout à fait capable d'implémenter un nouveau store pour pouvoir aussi répondre à la demande et continuer à opérer avec le niveau d'excellence qu'on a aujourd'hui. Vous allez vous adapter, mais disons que la cible, c'est entre 10 et 15 dans Paris. Ouais, après, Paris, c'est 2,5 millions de personnes. Après, les 10 millions de la région parisienne, ils sont éclatés autour. La densité est quand même beaucoup moins forte. Est-ce qu'on est toujours sur le même type d'organisation? Et peut-être qu'il y a une expérience qui se fait en Allemagne. Est-ce qu'on est toujours à vélo? Est-ce que la zone de chalandise, elle n'est pas de 1 km, mais de 5 ou 10? Je ne sais pas. Comment ça se passe Alors, on a vocation à s'implémenter en Île-de-France de façon assez large, encore une fois, là où il y a une demande et là où il y a une densité. En revanche, on le fait sans faire de concessions sur notre modèle. On reste avec des riders qui sont salariés, on reste avec un niveau d'équipement qui est élevé, avec des vélos électriques pour limiter l'empreinte carbone qu'on a. On met toujours le même matériel de qualité à disposition de nos riders, mais qu'on s'implémente à Bastille ou qu'on s'implémente à Gennevilliers ou à Rueil-Malmaison, le business model ne change pas. La promesse pour le client ne change pas, la qualité de produit ne change pas. Et les opérations ne changent pas derrière. Ok. Avant qu'on ne passe sur la relation client, parce que là, en t'écoutant parler, j'ai quelques questions qui me sont venues en tête. C'est quoi le plan de déploiement? Enfin, je sais pas, fin 2021, c'est Paris couvert. Quelles sont les autres villes qui commencent à s'ouvrir? C'est quoi les ambitions? Très simplement, c'est Paris couvert avant l'été, c'est une arrivée en région aussi avant l'été, c'est au moins une dizaine de villes couvertes d'ici la fin de l'année. Donc une couverture nationale d'ici la fin de l'année avec plusieurs dizaines de stores au niveau national. On accélère aussi, on apprend au quotidien. Il faut savoir qu'il y a 2 mois, la société n'existait pas. Il y a 1 mois, on n'avions pas de store live. Et on est en train de monter en puissance. On apprend aussi sur le terrain. On développe notre propre modèle aussi. Et quand je vois la rapidité d'exécution, je me dis qu'on peut encore monter en puissance et on va le faire. Ouais. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, il y aura combien de personnes en France qui travailleront pour Gorillaz? Beaucoup. En centaines? Plusieurs centaines, ouais, facilement. Ouais, on va être un acteur de l'emploi sur l'année 2021 qui va être fort. Et ça, moi, on peut rentrer dans le débat, mais je suis très passionné, pas dans le débat, mais dans le sujet, mais je suis extrêmement passionné sur ce sujet-là. On a une diversité d'équipes, une diversité dans les équipes aujourd'hui qui est assez extraordinaire par les parcours que les salariés, que ma team a, par aussi la typologie de people qui nous rejoignent. C'est extrêmement varié, mais c'est ce qui fait la richesse. Et mon objectif, c'est vraiment de maintenir cette diversité tout en montant en puissance et de permettre aussi à des gens qui étaient éloignés de l'emploi de retrouver de l'emploi grâce à Gorillaz, et ce, quels que soient les jobs qu'on a à pourvoir. Et je mets vraiment un accent extrêmement fort là-dessus parce que je veux vraiment que Gorillaz apporte aussi une pierre à cet édifice et participe à ce challenge, quoi. Effectivement, c'est un enjeu clé, le recrutement, surtout quand il va aussi vite. On va finir par revenir sur la demande. Vous êtes en train de constituer l'offre. Finalement, les stores représentent l'offre. Tu disais, il y a 2000 références dans un store. Sa vocation à être encore plus large, ou c'est à peu près le... On commence à 2000, mais on va élargir. Ouais. Ok. Et maintenant, il y a la demande. La demande, il faut aller recruter vos clients. Bien sûr. Comment vous allez faire et dans quelle mesure, deuxième question, sur la base de ce qui existe en Allemagne, tu parlais de proximité en fait. Est-ce que finalement les clients vont devenir un peu fidèles au service de on-demand? Et est-ce qu'il y a eu, même si c'est récent, je suis bien conscient, mais finalement une forme de relation particulière avec les livreurs? Est-ce que les gens ont appris à les connaître et finalement
ce qui existe dans le monde de la rue, c'est-à-dire que tu descends et puis tu as tes petits commerçants que tu connais avec qui tu vas tchatcher, tu le retrouves un peu différemment avec les livreurs. Voilà, 2 questions en une. La première, comment vous allez recruter les clients, et la seconde, comment vous nouez finalement une relation de proximité. Alors c'est ce que je disais au début de notre conversation, mais l'offre va créer la demande. Et là-dessus, mais tu le disais aussi, vous n'êtes pas encore connu. Exactement, et on n'est pas encore connu, en tout cas en France. Et on a ce challenge de créer aussi cette demande, mais avec un potentiel qui est extraordinaire. La particularité de Gorillaz, c'est qu'on jouit déjà au niveau européen d'une image de marque, mais plutôt une relation client qui est extrêmement forte. Donc aujourd'hui, notre principal canal d'acquisition de clients, c'est le bouche à oreille. C'est la recommandation. Quand un client vit une expérience avec Gorillaz qui est aussi forte, on parle vraiment, j'entends le mot « waouh » chaque fois qu'un client ouvre la porte et qu'on est en moins de 10 minutes sur son pas de porte avec le sac, avec son sac de livraison, j'ai ce waouh. Et aujourd'hui, ce waouh, c'est ce qui fait qu'un client nous plébiscite et en recommande un autre. Tu le sais parce que tu fais les livraisons Exactement. de temps en temps, toi aussi. Exactement. Donc aujourd'hui, le bouche à oreille, c'est ce premier vecteur d'acquisition. Après ça, évidemment, quand on arrive dans une ville comme Paris, on utilise des canaux qui sont du offline ou du online. On est présent sur les deux. On a une présence ultra géolocalisée aussi. On fait de la communication, on fait du street marketing. Dans la zone de chalandise. Dans la zone de chalandise, dans les rues adjacentes. Et c'est un mix des deux, d'un point de vue acquisition de clients, par exemple à Paris. Mais encore une fois, je suis en train de vivre en France, pour Gorillaz, la même chose qui s'est passée en Allemagne. C'est que lorsqu'un client vit cette expérience, aujourd'hui, il est tellement, j'ai envie de dire convaincu, mais c'est tellement différenciant, c'est tellement différent de ce qu'il connaît d'habitude, qu'aujourd'hui, il nous plébiscite. Donc il vous recommande. Quasiment 90% des cas, il nous recommande. Et à travers les commentaires que je lis sur l'application, comme à travers les commentaires que j'entends directement des clients, il nous plébiscite. Et c'est ça qui fait qu'on grandit rapidement aujourd'hui. Ok, donc ça, c'est le recrutement. Recrutement client, exactement. Ensuite, il y a l'aspect... La relation avec le client. Exactement. Ça, c'est la deuxième étape. Tu conviendras que tu ne peux pas l'ignorer. Cette relation avec le client, est-ce qu'elle s'inscrit dans la durée, dans la fréquence Est-ce que les livreurs sont amenés à nouer des relations avec les clients? Enfin, vas-y, raconte sur la base de l'Allemagne, parce que c'est vrai qu'en France, c'est peut-être trop récent pour pouvoir avoir un peu de recul, mais qu'est-ce qui est espéré Alors, c'est pas trop tôt pour la France, parce que j'observe en France la même chose que ce qui s'est passé en Allemagne. C'est une vraie relation j'ai presque envie de dire, de complicité. Mais d'abord, le fait que ce soit nos livreurs, ce soit nous les livreurs, que ce soit vraiment notre ADN, on fait tomber le masque de l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Aujourd'hui, lorsqu'un client ouvre la porte et qui reçoit sa livraison, c'est Gorillaz qui rencontre. C'est pas un intermédiaire qui livre un plat préparé par un restaurant. Donc il y a vraiment cette relation intuitu-personnée qui se crée entre Gorillaz et son client. C'est aussi la raison pour laquelle nos livreurs sont nos salariés, c'est parce que ce sont les plus à même d'incarner cette relation, d'être les ambassadeurs de la marque. Ce qu'on essaye de faire aussi, alors après ça, d'un point de vue opérationnel, c'est compliqué, mais étant donné qu'il y a une fréquence d'achat qui est élevée chez nos clients, plusieurs fois par semaine. Ouais, on essaye de faire en sorte que quand on peut, ça soit le même rider, exactement. Et aujourd'hui, les riders connaissent leurs clients. Et aujourd'hui, il n'y a pas de société qui fasse de la livraison à domicile et qui crée cette relation. Alors, on ne peut pas le faire à chaque fois, même si ça se produit aujourd'hui au quotidien. Et ça permet quoi ? Ça permet de discuter, ça permet d'avoir un moment d'échange qui parfois va durer 5 secondes, parfois va durer peut-être 5 minutes, mais on discute avec nos clients, on leur parle de Gorillaz, on les écoute, on prend leur feedback, que ce soit sur l'expérience, que ce soit sur le produit, quels produits ils aimeraient voir et qu'on n'a pas dans les magasins, et on fait remonter cette information et on crée cette relation. Et encore une fois, c'est ça qui est novateur. C'est que normalement, la norme aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas de relation dans la logistique du dernier kilomètre. Il y a très peu de relations. Et nous, on va essayer de créer cette relation. On la crée. Je comprends ce que tu dis. En t'écoutant parler, il y a une question que je t'ai zappé et je ne peux pas ne pas te la poser, même si on arrive à la fin. Je suis désolé pour revenir 2 secondes en arrière, mais le sourcing. En fait, comment
vous faites? Est-ce que c'est exactement le même, finalement, les mêmes règles que la grande distribution habituelle? Est-ce que c'est comme ça que vous allez sourcer vos produits? Et comment vous faites pour les sourcer de manière locale? C'est quand même un point important, tout ça. Alors, c'est une excellente question. On parlait d'excellence opérationnelle et on va dire que c'est un point de friction qui est important parce que aujourd'hui, on travaille avec des acteurs de la grande distribution, avec des centrales d'achat ou des grossistes alimentaires pour fournir nos produits au moins sur les marques nationales. Et sur 30 à 40% du reste de l'assortiment, je te le disais, on va travailler avec des marques ultra locales, on va travailler avec des commerçants, on va travailler avec des artisans boulangers. On a par exemple Anthony Bosson, qui est une marque qui s'appelle L'Essentiel, donc un artisan boulanger qui nous livre 2 fois par jour sur plusieurs références. C'est un des top-sellers chez nous aujourd'hui. Et donc, on travaille aussi avec ces commerçants de proximité avec qui on a des canaux d'approvisionnement qui sont par store, qui sont extrêmement fluides, qui marchent extrêmement bien. Mais effectivement, aujourd'hui, on a un peu ces deux pôles, ce pôle de marque nationale où on va travailler avec des grossistes alimentaires et on a une très bonne relation avec eux, avec des circuits logistiques courts, de réapprovisionnement quotidien qui marchent bien. Et en même temps, on construit ce maillage qui revitalise le quartier, où on va représenter ces artisans, ces marques régionales ou même ces marques nationales très spécialisées. Je dirais que ce qui est le plus important pour nous, pour la communauté Gorillaz, quand on fait rentrer une nouvelle marque dans notre assortiment, c'est vraiment quelle communauté on va rencontrer derrière cette marque. Et est-ce que nos deux communautés se parlent ? Et c'est ça avant tout qui est le plus important, c'est cet aspect communautaire. Et c'est la base, c'est vraiment la base de Gorillaz. On est une communauté, on a des valeurs, on va parler à des clients qui partagent ces valeurs, qui peuvent faire partie de notre communauté, et on va rechercher des partenaires aussi qui ont des produits de qualité, qui ont une communauté et qui partagent les mêmes valeurs que celles de Gorillaz. Écoute, je pense que c'est un super mot de la fin. On pourrait, ça fait plus d'1 heure qu'on enregistre. Je pense qu'on pourrait aller encore hyper loin. Ouais. Je sens effectivement ta passion, et tu le disais en tout début d'entretien. Effectivement, tu es un homme passionné, et c'est vraiment, je le comprends, quelque chose qui est hyper engageant, à la fois l'aventure entrepreneuriale, de structurer le déploiement sur le territoire de cette nouvelle offre, et puis de disrupter un petit peu la distribution alimentaire. C'est quelque chose qui est passionnant. Merci Pierre pour être venu nous partager l'ensemble de ces éléments, à la fois l'analyse marché, les évolutions, et puis nous expliquer en quoi finalement Gorillaz arrivait avec une proposition de valeur nouvelle. Merci à One to One Retail e-commerce de Monaco pour la coproduction de cet épisode, et surtout merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Si vous voulez plus d'infos sur Gorillaz, vous pouvez toujours me contacter au travers du site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. Vous pouvez, je pense, aussi suivre Pierre sur LinkedIn. Et bien sûr, télécharger l'app Gorillaz. Merci pour tout. Merci Pierre encore. Merci Cyril, merci à tous. À très bientôt.